très heureux de s'être associé à ton événement sur les 4 éditions de l'année. Et on t'accompagnera avec beaucoup de plaisir. On accueillera en particulier les étudiants et les jeunes diplômés, mais pas que, au cours de ces après-midi de forum emploi, dont la première édition aura lieu donc cet après-midi. Merci encore à toi. Donc pour revenir rapidement sur le sujet, effectivement les soft skills c'est quelque chose qu'on a vu émerger nous chez Monster, surtout du côté employeur, du côté recruteur. Il y a un petit moment de ça maintenant effectivement. Et c'est un sujet qu'on s'emploie à valoriser auprès des candidats qu'on rencontre souvent, le plus souvent possible, sur le terrain, dans les écoles, mais pas que, sur des forums aussi. Pas seulement ceux qu'on organise, aussi ceux auxquels on se rend. Et donc nous, notre objectif, c'est également, du côté candidat, je m'occupe de la relation candidat chez Monster en particulier, c'est de les sensibiliser à l'importance de ces aspects-là qui prennent de l'importance dans le recrutement. Et une fois sensibilisés, de faire en sorte qu'ils puissent les valoriser aussi et se saisir de cet enjeu-là. Donc pour rappeler rapidement ce que sont les soft skills, j'aurais envie de dire, par défaut, c'est ce qui ne relève pas des hard skills finalement. Donc les hard skills qui sont les compétences techniques, les compétences dures pour être parfaitement, pour être dans la traduction anglaise, qui ont l'avantage d'être quantifiables, qui ont l'avantage d'être plus facilement identifiables, versus les soft skills qui peuvent se séparer en deux familles finalement, que sont les compétences comportementales d'un côté et qui est le savoir-être de l'autre. Alors la différence de ces deux notions, c'est que les compétences comportementales, ce sont des choses qu'on peut apprendre, qu'on peut travailler, je pense au sens de l'organisation par exemple, ou à la gestion du stress, versus les savoir-être qui eux ont plus trait à la personnalité finalement, et donc au moins profond, des gens qui sont plus difficilement impactables et changeables aussi. Donc voilà, nous on a vu émerger cette importance des soft skills dans un univers où les métiers changent rapidement, changeront de plus en plus rapidement, et effectivement le réflexe aujourd'hui des directions et des décideurs, en particulier des RH, c'est de bien anticiper ces changements. Alors en fonction des études, on parle de 40, 50, 60% des métiers qui existeront à l'horizon 2030 qu'on ne connaît pas encore. Et donc face à cette incertitude, la première réaction, c'est effectivement de sécuriser les recrutements en prenant des gens qui n'ont pas forcément l'entièreté des compétences techniques requises à un poste donné, parce qu'on sait que ce poste-là, il aura peut-être vocation à disparaître demain. Les compétences techniques associées à ce besoin-là seront donc probablement obsolètes rapidement, et donc pour se projeter plus loin et pour aller chercher le potentiel du candidat au travers de son parcours dans l'entreprise, quels que soient ses postes successifs, c'est autour des soft skills qu'on construit sa recherche aujourd'hui de plus en plus, et on le voit effectivement dans les annonces en particulier et dans les entretiens également. Pardon, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de pivot juste avant, et en fait, notamment, alors pour les petites entreprises et les startups, finalement, l'échelle temps se réduit, et donc tout s'accélère, et donc une personne qui a été recrutée à un poste, finalement, quelques mois plus tard, ou 6 mois, ou 1 an plus tard, elle sera dans un poste d'une envergure et d'un calibre complètement différent. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que même pour les startups, on peut dire que le soft skill c'est peut-être un truc de RH de grand groupe, mais en fait le sujet est très 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 important, voire plus important dans les startups, puisque les gens doivent apprendre, avoir cette envie d'apprendre. Et donc rapidement sur peut-être les principaux résultats de l'enquête. Déjà, pourquoi vous avez mené l'enquête? Alors pour quantifier effectivement un peu le sujet, et voir si des différences existaient selon la typologie des recruteurs. Est-ce que quand on appartient à un grand groupe et qu'on fait partie d'une entreprise de plus de 5000 personnes par exemple, ou inversement quand on est dans une petite TPE, une PME, une entreprise en accélération. Et effectivement, quelques différences sont apparues, évidemment, même si la compétence comportementale, le soft skills préféré est le même qui arrive en tête, quelle que soit la typologie d'entreprise. Et je ne surprendrai personne en disant qu'il s'agit de l'agilité et de l'adaptabilité dans un monde justement très très changeant. D'accord. Et dont l'évolution reste assez, pour beaucoup, imperceptible. Donc on attend en priorité des candidats aujourd'hui qu'ils puissent donner la preuve, mais au-delà de la preuve, c'est surtout qu'ils puissent laisser deviner un potentiel aussi sur ces deux compétences attendues que sont l'agilité et l'adaptabilité. Arrive ensuite, donc ça, quelle que soit effectivement la typologie d'entreprise.
C'est un peu plus marqué, effectivement, sur les grandes entreprises que sur les petites. Sur les petites, ce qui arrive rapidement en deuxième position, alors que c'est beaucoup moins le cas dans les grandes, c'est la motivation et la passion associée. Alors pourquoi les réponses ont toutes concordé, sur la question de la rémunération qui est souvent moindre dans les petites entreprises et qui du coup nécessite que pour compenser ce moindre rémunération, on puisse avoir des gens engagés qui puissent se projeter aussi plus facilement dans un quotidien où effectivement on n'aura pas droit à des avantages, on aura peut-être plus de difficultés à se faire augmenter. Donc du coup on valorise beaucoup cet aspect-là et on le fait beaucoup plus à l'entrée dans l'entreprise, dans les petites entreprises, que dans les grandes. Dans les grandes, ça va être surtout au cours notamment des évaluations annuelles où on va vraiment monitorer où les candidats, enfin où les collaborateurs se trouvent et surtout comment les faire avancer. Donc ça, je pense que c'est plus la partie d'Erwan de nous indiquer comment peut-être lui, il permet aux collaborateurs d'accélérer aussi sur cet aspect-là des choses. Oui, Erwan, merci Karl. Erwan, peut-être que tu peux représenter avec tes mots à toi Fly the Nest et puis ce que vous faites et rebondir sur ces critères qui sont importants. Eh ben avec plaisir. Déjà, bonjour tout le monde et merci Luc de m'avoir invité pour parler des soft skills, qui est un sujet passionnant et je pense un sujet très important pour demain. Donc Fly the Nest en quelques mots, nous on coach des entrepreneurs et leurs équipes pour qu'ils réussissent leur croissance et qu'ils structurent leur organisation. On va travailler sur des sujets comme comment on co-construit une raison d'être, une culture d'entreprise, une vision, comment on embarque tout le monde et qu'on crée une dynamique collective. Parce que dans un sens, si je voulais un petit peu caricaturer, quand on est une start-up, la dynamique collective, on n'a que ça. Et cette question des soft skills, elle est vitale pour moi, pour aussi les entrepreneurs et les petites boîtes, parce que elles n'ont pas les ressources pour aller chercher les hard skills qu'elles ont besoin. Et puis même d'ailleurs, au-delà des startups, quand on fait vraiment de l'innovation, quand on entreprend quelque chose de complètement nouveau, on n'a pas tous les hard skills sous la main, parce qu'on ne sait même pas lesquels on a besoin quand on démarre. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? C'est bien ça, c'est bien les soft skills. On a parlé de motivation, mais moi je parle aussi de collaboration, de capacité à s'adapter effectivement, de travail ensemble, de capacité à explorer des choses, à se retourner, à supporter l'échec et à continuer à chercher de nouvelles choses. Tout ça, c'est vraiment vital en start-up et c'est ça qui fait que les structures, elles fonctionnent bien. Et donc nous, voilà, on accompagne ces start-up-là dans cette construction collective et au passage, on essaie de faire en sorte que tout le monde progresse sur ces soft skills et peut-être sur le plus important pour moi, qui est celui qu'on peut mettre sous la houlette du leadership, c'est-à-dire comment on porte des choses, comment on fait avancer des projets, comment on engage d'autres personnes de l'équipe pour avancer vers leur projet. Ce que tu dis en fait, c'est que donc, effectivement, adaptabilité, agilité et puis motivation sont super importantes, notamment chez les startups parce qu'elles peuvent pas entre guillemets rémunérer ou se payer des personnes extérieures pour avoir ces compétences hard skills ou en tout cas qu'elles s'acquièrent petit à petit. Mais finalement, si on renverse la chose, on peut aussi parler de culture d'entreprise où finalement ce qui fait venir on va dire certains profils dans les entreprises, c'est pas forcément le métier en tant que tel, c'est-à-dire le métier que propose l'entreprise, mais ça peut être sa culture d'entreprise ou la façon dont elle va gérer ce qu'elle va offrir en termes de capacité aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer sur ce terrain des soft skills. Oui, ça je pense que ce qu'on constate quand on travaille avec des entrepreneurs ou des startups, c'est que ce qui intéresse le plus les candidats ou les nouveaux collaborateurs, c'est d'apprendre à la fois sur un hard skills ou plusieurs, parce qu'ils arrivent souvent un peu jeunes, pas forcément très expérimentés, très ouverts à l'idée d'apprendre différentes choses, et par contre aussi l'idée d'apprendre plusieurs soft skills et de gagner rapidement en maturité, en leadership, en capacité d'embarquer des gens, parce que c'est ça aussi qui va leur donner l'occasion de la start-up. Moi ce que je dis souvent par exemple, c'est que c'est important que tout le monde progresse en leadership dans une start-up, parce que le stagiaire d'aujourd'hui, dans un an, il manage peut-être déjà une équipe. Et du coup, faut qu'il s'y mette maintenant, parce que sinon ça va être catastrophique au moment où ça grossit. Et du coup, il y a une vraie question pour moi dans ces boîtes-là, de réussir à être dans une démarche de progression continue, de faire progresser tout le monde en continu sur les soft skills, même avant qu'ils soient nécessaires. Parce que les soft skills, ça, au moment où ils sont importants, il faut un peu déjà les avoir acquis. Sinon, ça peut faire mal à certains moments et ça peut être très compliqué de réparer, disons. Quand il nous manque un hard skills, on est un peu moins performant, on galère un peu plus, on bricole.
Quand il nous manque un soft skill, ça peut créer des dégâts humains, des dégâts dans l'équipe, de la démotivation, et ça c'est plus dur à rattraper. Karl, peut-être que tu veux ajouter quelque chose ou nous partager les autres grands résultats de l'étude. Tu parlais de la culture d'entreprise, effectivement, et le lien avec les soft skills, effectivement. Mais nous, du point de vue recruteur, on a posé cette question, ça fait partie du set de questions qui a été posé. La cohérence entre les soft skills des collaborateurs, TRIS, et la culture d'entreprise est-elle un risque ou une opportunité? Donc on a interrogé le panel de 449, et pour une immense majorité d'entre eux, pour 86% d'entre eux, c'est évidemment une opportunité, plus qu'un risque. Alors bien même, on peut identifier la possibilité de risque de clonage, effectivement, de recruter toujours les mêmes, parce qu'on va chercher toujours les mêmes soft skills. Il peut y avoir un soft skills qu'on attend d'une manière globale dans l'entreprise, parce que ça correspond à son ADN, à son positionnement, à la manière dont elle souhaite être perçue. Pour autant, ça va se décliner en comportements observables différents d'un poste à l'autre en fonction des besoins qu'on aura sur ce poste concrètement, en face à qui on sera. Est-ce qu'on aura des interlocuteurs externes ou internes? Voilà, les comportements observables associés au poste en question peuvent diverger. Donc le risque de clonage n'est pas identifié comme un risque majeur, mais plutôt comme une opportunité au final de faire se rencontrer ces soft skills et celles que la culture d'entreprise valorise. Donc finalement, de formaliser cette culture d'entreprise permet d'exprimer aux candidats ou de montrer aux candidats quels soft skills on attend et quel est finalement le caractère de l'entreprise sans que ça soit limitant, parce qu'il y a des déclinaisons métiers. Effectivement, les soft skills d'un commercial ne seront pas les mêmes d'un communicant. Exactement, enfin, et surtout les comportements observables, parce que les soft skills en eux-mêmes pourront être transversaux. Okay. Oui, je prends souvent l'exemple d'un acheteur. Alors ça concerne moins l'univers des startups, quoi qu'il y ait des startups qui interviennent dans l'univers de la grande distribution et des grandes surfaces spécialisées. Un recrutement sur un acheteur, par exemple, et bien forcément, on ne va pas recruter un acheteur en grande distribution, on ne va pas recruter le même profil selon qu'on soit un hard scooter, selon qu'on soit le Bon Marché à Paris ou selon qu'on soit un producteur, un distributeur bio. On ne va pas chercher chez ce commercial-là, chez cet acheteur-là, les mêmes compétences du tout. Chez le premier, on va chercher quelqu'un qui va savoir aller chercher un prix, avoir une capacité de négociation peut-être un peu hard, mais autant que le hard scooter qui est derrière. Au Bon Marché, on va chercher quelqu'un qui est capable d'avoir de la curiosité, d'aller sourcer des produits un petit peu innovants et qui vont différencier la gamme. Et puis chez le troisième, on va chercher quelqu'un qui a des compétences relationnelles fortes pour pouvoir engager durablement avec des producteurs qu'il va falloir fidéliser, qu'il va falloir pérenniser, fiabiliser. Donc chez un même commercial entre guillemets ou un même profil recherché, on va prendre des soft skills différents qui seront adaptés en comportement observable différents sur le terrain. Super. Peut-être que Erwan, tu peux rebondir en disant, je sais pas, des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité ou qui font le même métier mais qui finalement ont des cultures d'entreprise très, très différentes. Oui, mais ça, je pense qu'effectivement, je partage complètement ce que tu viens de dire. Nous, on va voir ce prisme-là beaucoup sur la boulette du management, parce que ça va être, après le leadership, ça va être le deuxième soft skill qu'on va beaucoup travailler. Dans une startup, encore une fois, en croissance, on va se retrouver à très vite avoir besoin d'une équipe managériale, avec souvent beaucoup de managers qui sont primo-managers, qui n'ont pas encore l'expérience. Et pour travailler ça, parce qu'on va, notre point de départ à nous, c'est de travailler sur la culture d'abord et de se dire, ok, le bon manager chez nous, c'est pas le bon manager chez le voisin. Et les soft skills, les compétences à mettre en œuvre et les comportements, je suis tout à fait d'accord avec ça. On va avoir besoin de creuser pour bien comprendre ce qu'on cherche, et comprendre qui on est avant d'aller chercher ailleurs. Et donc ça, effectivement, moi je le constate partout parce qu'il n'y a pas une culture d'entreprise qui est pareille qu'une autre. Et donc peut-être aussi pour revenir j'ai bien aimé pour rebondir sur l'enquête que vous aviez et sur la question un peu du clonage, c'est que finalement chercher des gens qui ont des valeurs en commun, c'est pas forcément chercher des gens qui ont des parcours communs. Et ça, c'est vraiment important aussi, c'est de dire que nous, chez Blazenest, par exemple, il n'y a personne qui a fait le même parcours. On a quelqu'un qui vient du théâtre, quelqu'un qui vient du monde de la grande entreprise, des gens qui vont du monde de la start-up, on a vraiment de tout. Et moi, je recherche cette différence parmi les profils que je rencontre. Par contre, on a quelques valeurs communes, quelques soft skills communs dans notre rapport à l'apprentissage, dans notre rapport au relationnel, plusieurs choses qui, ça, sont des must-have. C'est impossible de passer au-dessus de ça. Et je ne voudrais pas aller recruter quelqu'un qui n'a pas ça parce que simplement ça ne marcherait pas chez nous. Super, merci. Côté candidat, j'aimerais juste se rappeler effectivement, parce que tout à l'heure il y avait un super débat sur comment est-ce qu'on pivote.
comment on se fait accompagner, et effectivement qui dit pivoter dit souvent grandir, et qui dit grandir dit étoffer les équipes. Donc le sujet il est intéressant à discuter d'un point de vue recruteur, mais bon, moi je me positionne souvent du point de vue candidat que je suis particulièrement, et effectivement le sujet n'est pas très connu, en particulier plus on est jeune, moins on valorise, on sait valoriser, on sait identifier l'importance des soft skills, et on sait encore moins les valoriser. Donc c'est aussi aux recruteurs, qu'on soit d'un grand groupe ou pas, ou d'une toute petite structure, ça complique son travail évidemment, hein, parce que lui il doit identifier qu'est-ce qu'il va aller rechercher, qu'est-ce qui est important, c'est un premier travail, et après comment est-ce qu'on l'identifie chez le candidat. C'est d'autant plus compliqué d'identifier chez le candidat que lui-même ne s'en préoccupe pas de ces compétences-là. Il est, encore une fois, sur pas mal de salons qu'on passe, on a des étudiants ou des jeunes diplômés qui arrivent avec un CV à peu près vide, ou en tout cas pas grand-chose dedans, mais il n'y a pas des expériences que vous avez en parallèle, etc. Bah si j'en ai eu, mais comme c'est pas pour postuler là-dedans, mais par exemple quoi, bah, par exemple j'ai bossé chez McDo pendant 2 ans et demi en parallèle de mes études. Ah ouais, mais ça c'est intéressant ça, pourquoi vous ne le mettez pas? Parce que je tenais une friteuse, et puis le lendemain je faisais l'ouverture à 6h30, et puis le jour d'après je nettoyais les tables. Bah, justement, ça c'est super intéressant, ça donne une perspective à l'employeur, il embauchera probablement quelqu'un capable de s'adapter, quelqu'un capable de gérer le stress, la pression. Donc quand vous recevez des CV ou des candidats même en direct, vous en verrez peut-être cet après-midi, qui seront dans cette posture-là, et ben ne pas hésiter à aller les chercher, parce que tout ce que vous verrez ou tout ce que vous entendrez dans leur bouche ou sur leur CV ne représente pas forcément le potentiel qu'ils ont à vous donner. Donc c'est d'autant plus compliqué, mais c'est d'autant plus valorisant aussi de réussir à aider justement ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail à prendre conscience de leurs valeurs, et ils en seront redevables, je suppose. Et dans votre panel, du coup, quels sont les outils qui sont utilisés justement pour repérer ces soft skills? Alors, évidemment, l'entretien de recrutement est le meilleur moment pour pouvoir creuser les choses. Ouais. Et donc, ce qu'on conseille de faire aux recruteurs, ils ont raison, hein, c'est le moment où on est en direct, mais tous les moments peuvent être bons. Dans le CV, ça n'est pas l'objectif du CV, mais ça reste très intéressant de le regarder d'un point de vue des compétences comportementales et des savoir-être aussi. Mais c'est surtout à l'entretien où on va le valoriser. Dans la lettre de motivation, mais seulement quand le CV aura été suffisamment bon pour qu'on donne un petit peu plus de temps à l'étude de la candidature en jetant un œil à la lettre de motivation. Là, on va se rendre compte de certaines compétences comportementales probables qu'il faudra valider avec un premier appel, un premier échange, et qu'on validera définitivement avec un premier entretien. Et puis plus on est nombreux, alors le premier entretien, ce qui est bien pour objectiver les choses, c'est justement d'être plusieurs aussi dessus, sur le premier entretien. Plus on est rapidement nombreux à venir rencontrer le candidat, mieux ce sera. Alors pour des raisons logistiques ou des raisons d'organisation, c'est pas toujours évident, mais c'est toujours mieux de le faire. Donc c'est effectivement au moment de l'entretien. Donc effectivement, l'entretien, c'est le moment où on peut creuser les choses. Donc on pose des questions ouvertes, on met le candidat à l'aise, parce que si on ne met pas à l'aise, c'est des pratiques un peu anciennes, heureusement elles n'ont plus trop cours, hein, de mettre le candidat sur le grill, ça n'amène rien du tout. On s'empêche de voir la véritable personnalité, le potentiel du candidat quand on essaye de le coincer. Heureusement, on le constate de moins en moins, et encore moins dans les structures que tu représentes aujourd'hui. Mais c'est bien l'entretien. Arrive en premier, 94% des entreprises ayant répondu privilégient effectivement ce moment-là, même si on peut avoir des appels aux références indiqués par le candidat, effectivement. Savoir un petit peu ce qui se dit, de ce que les personnes qui ont travaillé avec le candidat peuvent confirmer de ces soft skills-là. Mais c'est l'entretien, évidemment, qui prend le lead. On espère que l'année prochaine, la partie les faire venir sur un golf augmentera significativement. Ah ben là, il y aura moyen. Un forum monster de. Mais là, c'est l'occasion effectivement d'être un peu moins formel, donc de mettre finalement le candidat dans de meilleures dispositions, ouais, pour qu'il livre la réalité de sa personnalité et donc de son potentiel. Et Juan, tu voulais rebondir? Moi, je veux bien partager une pratique que je vois un peu émerger dans certaines startups, et moi, je crois beaucoup, qui existe encore très peu en France, qui est de se donner une vraie mini période d'essai sur des choses justement liées aux soft skills. Ça existe aussi dans les grands groupes, hein. Michelin depuis très longtemps, la première chose qu'on fait quand on est embauché chez Michelin, c'est de partir 3 semaines à l'usine. Et les retours que nous font les gens avec qui on travaille à l'usine pendant ces 3 semaines sont très importants pour savoir si on continue la période d'essai ou pas. Et donc moi je peux vous parler par exemple de Trusk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Uber mais pour les camions de déménagement. Vous les appelez et dans l'heure vous avez 2 transporteurs, un camion, ils prennent votre canapé et puis ils l'emmènent ailleurs. Et eux du coup quand on commence chez Trusk, la première semaine, on est sur le camion avec un transporteur. La deuxième semaine on est au service client.
quel que soit le poste, même si on embauche quelqu'un qui est très haut niveau dans l'entreprise. Et à la fin de ces 2 semaines, c'est les gens avec qui on a travaillé, c'est le transporteur et les gens du service client qui valident si cette personne elle a bien le bon état d'esprit et les bons soft skills. Et ça, ils l'ont fait après un moment très difficile où ils ont dû se séparer d'un quart de l'équipe, dont un cofondateur, qui étaient finalement des gens qui étaient plus au service de leurs clients et de leurs truskers, qui étaient au service d'un autre projet qu'ils créaient eux-mêmes dans leur coin. Et du coup, voilà, avoir pour moi créé cet état d'esprit de vraiment se mettre au service des gens pour qui on travaille et de rappeler que c'est le terrain qui est le maître de tout, c'est un très très bon moyen pour avoir des gens qui vont être ensuite réellement motivés et réellement impliqués, réellement prêts à développer un état d'esprit qui correspond à l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose moi, que j'aimerais beaucoup voir développer, qui existe beaucoup plus en Angleterre, par exemple, où c'est très facile de dire à quelqu'un, on a un bon fit, on y croit un peu, faisons une première journée ensemble et on décide à la fin de la première journée. Et ça, c'est quelque chose qui permet, à mon avis, de bien creuser les soft skills, tout en évitant de mettre en place des processus trop lourds où effectivement multiplier les entretiens ça peut être difficile pour la logistique et ainsi de suite. Donc c'est de mettre en situation le plus rapidement possible pour un temps donné convenu ensemble d'essai pour observer et puis finalement à la pratique voir ce que le candidat vaut sur le terrain. C'est aussi utile pour le candidat. Le candidat il est aussi très preneur de valider le plus tôt possible son adéquation avec la valeur de l'entreprise et ce qu'on attend de lui. Surtout sur des profils, encore une fois, qui sont souvent disputés, d'IT par exemple, des commerciaux, où les bons font leur marché de la même manière que les entreprises le font. Super. Vous aviez d'autres éléments marquants qui ressortent, je sais pas, de l'enquête ou que vous vouliez partager? Oui, évidemment, l'apparition des réseaux sociaux pour valider aussi quel type de prise de parole, quel type de personnalité sont les candidats. Alors, surtout sur des réseaux sociaux professionnels, puisque la déontologie des recruteurs les empêche d'aller voir ce qu'on peut raconter sur des réseaux privés, en tout cas tant que ceux-ci ne sont pas clos. Et ça c'est très important, effectivement, on va forcément avoir un avis différent sur un candidat si on s'aperçoit en finale d'un recrutement qu'il y en a un d'un côté qui valorise par exemple très bien le travail de ses collègues au travers de ses prises de parole, ou inversement qui va apporter et échanger sur des forums de discussion autour de son métier, son expertise pour apporter une partie de son expertise aux autres, qui jouent donc le jeu de cet échange-là. Donc ils peuvent prendre la parole et exprimer leur point de vue, leur vision de leur métier et montrer ainsi qu'ils ont aussi une prise de position qui donne de la valeur aussi à son tempérament. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir se projeter un petit peu déjà sur ce potentiel-là qu'on ne devine pas nécessairement ou qui n'est pas exposé nécessairement directement dans un rendez-vous de recrutement. Ok, très clair. Est-ce que peut-être vous avez plus de questions que pour la partie pivot? Là, je vais vous laisser mon micro. Bonjour. Donc j'avais une question très courte. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité d'avoir des périodes d'essai très courtes. Et d'un point de vue contractuel, comment est-ce que ça s'encadre? Est-ce qu'il y a des solutions pour encadrer Bon, ça, à ma connaissance, ce qu'ils font, c'est tout simplement d'avoir une période d'essai normale. Et au bout de 2 semaines, de faire un point avec la personne et de se dire est-ce qu'on arrête la période d'essai à ce moment-là ou est-ce qu'on la laisse continuer? Une période d'essai finalement peut s'arrêter à un instant un peu où on veut. Et c'est vraiment finalement aussi se donner l'occasion justement d'avoir une vraie période d'essai dans laquelle dès le départ on va aller tester des choses de manière transparente évidemment, mais on va aller tester des choses très vite pour se donner une réponse très rapide, plutôt que d'attendre comme dans pas mal de boîtes des fois ah tiens ça fait 3 mois, mince, est-ce que la période doit être renouvelée ou pas? On n'a rien validé. En fait, nous, on a tendance à pousser nos clients qu'on accompagne à considérer que l'intégration, c'est une partie intégrante du recrutement, que le recrutement et l'intégration, c'est inextricablement lié, qu'on fait de l'intégration en recrutement et qu'on finit de recruter en intégration. Et que du coup, d'avoir un process cohérent, ça permet d'avoir des bonnes étapes qui fonctionnent bien. À eux, ensuite, de construire le process qui leur va. Et pour reprendre la question, légalement, c'est possible de faire des tests, je sais pas, de 2-3 jours, peut-être avec des formats des contrats de travail courts ou... Sincèrement, il a raison, Erwan. C'est en fait une PE classique, on peut le donner à 3 mois, 1 mois. Et puis, c'est ce qu'on y met derrière, en fait. C'est qu'est-ce qu'on va aller tester pendant ce temps-là. On va prendre sur ce mois, on va dire, pendant 10 jours, on va aller tester la personne sur des compétences à mettre en œuvre ou à montrer qui seront plus favorablement montrées dans telle ou telle circonstance. Donc, c'est plutôt créer le parcours
utiliser le début de la PE pour créer un parcours qui permettra de tester vraiment les soft skills attendus, pas forcément, et qui prendrait plus de temps à tester sur le poste de la personne en direct, quoi. Donc on va aller lui faire un petit chemin avec des observateurs différents, effectivement, qui vont faire des feedbacks et accéléreront finalement la perception du potentiel du candidat, quoi. Enfin du jeune salarié plutôt. Il y a peut-être un sujet du coup qui émerge, c'est d'avoir quelle communication on met en place entre des opérationnels terrain qui vont être finalement les managers ou les liens directs du recruté et les ressources humaines. Quel retour d'expérience vous pouvez nous donner là-dessus? Parce que souvent on a tendance à cloisonner. Je sais que dans beaucoup d'entreprises on a des entretiens opérationnels, des entretiens RH, et que le candidat peut avoir une perception un peu bizarre de ces séries d'entretiens et finalement de sons de cloche différents entre les soft skills attendus du RH et de l'opérationnel. Ça, moi j'ai une réponse simple et un peu radicale. C'est de mon point de vue, dans une entreprise un peu moderne aujourd'hui, le premier RH c'est vraiment le manager. Et du coup, c'est lui qui doit porter beaucoup de choses qui sont parfois dévolues au RH et effectivement un peu silotées. Pour moi, le RH, il est là pour amener une compétence et un soutien, un support au manager. Et donc pour l'aider à bien recruter. Donc s'il doit y avoir un entretien RH, un entretien culture, un entretien un peu fit avec la boîte, qu'il y ait un RH, ça peut être une très bonne idée, mais moi, il me semble que c'est déjà intéressant qu'il y ait aussi un manager. Parce que c'est lui qui doit porter ça au quotidien en fait. Et c'est lui qui va l'incarner. Le management, c'est la courroie de transmission de la culture, c'est ce qui fait qu'elle existe et qu'elle est incarnée au quotidien. C'est par leur exemplarité à eux que peut se développer les soft skills aussi des candidats ou des futurs embauchés. Du coup, pour moi, c'est vraiment important que, voilà, que ça soit dans le mindset, dans la posture, que ça soit le RH au service des managers, au service de l'opérationnel, au service du terrain. Oui, donc ce que tu dis, c'est que finalement, une bonne façon de développer les soft skills chez les collaborateurs, c'est tout simplement que le management, entre guillemets, soit exemplaire et lui-même, mette lui-même en pratique les soft skills qu'il attend. Ça me semble difficile de demander à des nouveaux embauchés d'avoir des soft skills quand leur manager ne les montre pas au quotidien. Ouais, ça veut dire aussi que nous, voilà, c'est ce qu'on fait, on va travailler en premier sur les managers. Parce que je pense aussi que pour développer des soft skills, et on parlait par exemple tout à l'heure de savoir-être, qui est quelque chose qui est très difficile à développer, ça se développe uniquement personnellement. C'est-à-dire que chacun individuellement peut vouloir grandir et développer des savoir-être et des postures différentes. Et la seule façon que les gens aient envie de faire ça, c'est par l'exemple. C'est parce qu'on a tous, ou j'espère pour vous, eu à un moment ou à un autre un manager dans notre vie qui nous a mis des étoiles dans les yeux, qui nous a fait grandir, qui nous a inspiré, qu'on va essayer de reproduire des choses qui nous a appris quand nous-mêmes on sera en posture de management. Et c'est pour ça que je pense de toute façon aujourd'hui que dans les entreprises dont on discute, le rôle du management intermédiaire, il est fondamental. C'est peut-être la population pour moi la plus importante si on veut développer, transformer, faire évoluer une entreprise. C'est eux qui doivent à la fois être convaincus par leur hiérarchie et en même temps pouvoir l'incarner et montrer ça au quotidien. C'est vrai qu'on peut ajouter que dans les startups, on n'anticipe pas forcément le fait que au départ on est recruté pour des compétences hard skills, on va dire, pour s'occuper de quelque chose en particulier, mais quand on réussit bien ou parce que la boîte grossit, on devient par la force des choses manager, et donc on attend de nous des soft skills, ou en tout cas une posture peut-être un peu différente. Comment les entreprises peuvent accompagner leurs collaborateurs là-dessus? Il y a beaucoup de choses à faire, mais la première chose à faire, c'est de ne pas du tout rendre automatique la progression de quelqu'un qui est fort en hard skills vers du management. Déjà parce qu'un grand nombre de personnes n'ont pas cette envie-là, ni cette compétence-là, et que ça n'a rien à voir. Et ça, même aujourd'hui, les grands groupes, il y en a quand même beaucoup qui sont très avancés sur le développement de filières experts, qui permettent de valoriser le travail des experts, qui sont des gens qui vont avoir un niveau exceptionnel dans ce qu'ils font, des hard skills incroyables, reconnus mondialement, tout un tas de choses très positives pour l'entreprise qu'il ne faut pas perdre. Et finalement, dans les startups, ce qu'on constate, effectivement, c'est souvent ce que tu dis, c'est qu'il y a un petit automatisme de « t'es là depuis longtemps, j'ai pas trop les moyens de t'augmenter, tu fais bien ton travail, bon bah vas-y, tu deviens manager ». Et là, qu'est-ce qui se passe? On prend quelqu'un qui est en situation de réussite dans son métier et on le met en situation d'échec dans un nouveau métier qu'il connaît pas et qu'il sait pas faire. Donc il va devenir pas performant en tant que manager, mais plus performant en tant qu'opérationnel. Donc on a fait vraiment un perdant-perdant exactement. Et donc dans ces moments-là, la première chose, voilà, c'est de se poser la question de qui sont les gens qui vont pouvoir devenir managers, qui ont envie de devenir managers, et comment on les développe. Et là après, pour aider les managers à prendre leur poste et à faire leur boulot, il y a plein de façons de faire. Mais je pense que le truc le plus important, c'est de comprendre que les soft skills, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est pas quelque chose qu'on apprend en théorique, c'est quelque chose qu'on apprend en pratique.
C'est un peu comme si vous vouliez apprendre le karaté et que vous faisiez ça uniquement en discutant avec votre maître de karaté sans jamais aller sur le tatami. Je pense que ça ne fonctionne pas. Moi j'aime bien dire que le leadership ou le management c'est un art martial et c'est quelque chose qu'on développe jour après jour tout au long de notre vie dans lequel on ne cesse de progresser parce que c'est vraiment très difficile. Et du coup, pour se développer, il faut faire ça sur le terrain. Il faut éviter les formations qui sont trop théoriques à l'extérieur de l'entreprise où on est juste assis entre managers à regarder des slides et à discuter entre nous. Moi je crois beaucoup à la pratique du co-développement, c'est-à-dire finalement d'avoir des managers en pair à pair au même niveau qui parlent les uns avec les autres. Ça c'est quelque chose qui est très puissant. Ou à la pratique aussi du mentorat, d'avoir un manager un peu plus expérimenté qui va mentorer un manager qui n'est pas dans son équipe sur ses problématiques de management. En fait, il faut des espaces de discussion qui sont en sécurité, où on peut parler de ces situations très difficiles et très émotionnelles, où on peut montrer de la vulnérabilité, où on peut dire qu'on galère, où on peut dire qu'on a des problèmes avec telle personne qui nous énerve tous les matins, qu'on peut vraiment partager là où on en est, avec des gens qui ne vont pas colporter ça dans l'entreprise, qui ne vont pas nous en vouloir de ça, et qui vont juste nous aider, nous donner des solutions, nous faire réfléchir. Donc ça nécessite quand même de mettre en place beaucoup de choses. Et nous, je sais qu'on a réussi chez quelques boîtes assez grosses, plutôt des scale-up, d'avoir des communautés de managers qui se retrouvent régulièrement pour parler entre elles, qui vont faire des échanges, et c'est très riche. Ça, c'est quand même très agréable d'avoir un soutien, et puis de les laisser faire des erreurs, parce que voilà, ça fait partie aussi de la vie, c'est pas facile. Donc voilà, d'avoir un peu ce soutien-là. Super, merci Erwan. Peut-être d'autres questions? Il y a évidemment pas mal de questions qui ont été posées. Je vous invite effectivement à en prendre connaissance en vous rendant sur le site e-commerce de Monster où toutes les informations sont disponibles. Il y a un livre blanc aussi qui est édité, enfin qui est en cours d'impression en fait. On aurait bien aimé vous amener, mais qui est resté bloqué à l'impression à Paris, mais qui est disponible sur le site, que je vous invite à télécharger si le sujet vous intéresse. Pas tant là-dessus que sur, au final, parce que tout concourt, tous les résultats concourent à expliquer que c'est un sujet qui est loin de seulement émerger, mais qui aujourd'hui est présent partout, pas malheureusement assez dans la tête des candidats. Mais il y a beaucoup, moi j'ai eu pas mal de retours d'entreprises qui me disent ouais c'est super les soft skills, effectivement je me rends bien compte que j'en ai besoin et que ça me permettra d'accélérer. En attendant c'est un luxe que je ne peux pas me permettre parce que moi je recherche des profils qui sont pénuriques. Et dans ces profils pénuriques-là, si déjà j'ai la compétence technique et qu'ils décident de venir chez moi en cassant matière libre en plus, je serais déjà très content. S'ils pouvaient rester en plus de 6 mois, ce serait encore mieux. Après, qu'ils aient des compétences de manager, qu'ils aient un fit avec la culture d'entreprise, c'est un luxe que j'accueillerais volontiers, mais que je ne peux pas me permettre d'attendre moi aujourd'hui. Oui, enfin, je ne peux pas faire autre chose que constater les problèmes de recrutement sur certains profils pénuriques que vous connaissez tous, en particulier sur les profils issus de l'informatique et de l'IT. Mais aborder le sujet, malgré tout, au cours de l'échange, c'est aussi montrer aux candidats qu'on a en tête l'idée de le faire progresser et d'avoir une idée de sa perspective de carrière déjà en tête. Et ça, c'est un moyen aussi de se valoriser. Donc, certains décident de ne pas rentrer sur le sujet, au prétexte que ça risque d'effrayer le candidat si on le questionne sur le sujet ou qu'on investigue un peu plus loin et qu'on risque de le perdre au profit d'un autre concurrent. Moi je pense que c'est malgré tout un point positif qu'il faut supporter, qu'il faut mener, parce que ça donne de la valeur finalement à votre propre, quand on est recrutant dans ce cas-là, à la perception que vous laissez au candidat de l'évolution que vous imaginez pour lui demain dans l'entreprise, sur des positions de management. Mais pas que, voilà, c'est se projeter avec lui durablement sur des postes qui ne seront pas forcément celui pour lequel on l'engage aujourd'hui. D'accord, de dire que même si on recrute quelqu'un de profondément technique, si on a besoin de ça à ce moment-là, c'est de quand même laisser la porte ouverte à la fois en termes de progression pour lui dans l'entreprise et puis pour montrer que... de l'interroger sur justement ces points-là, à défaut de parfois ne pas aborder le sujet, parce qu'on pressent qu'il y a quelque chose qui pourrait ne pas forcément être bon, ou que lui-même n'en parle pas, mais encore une fois, les candidats ne les identifient pas, ces valeurs-là. D'accord. Donc voilà, c'est ne pas baisser la garde et continuer à travailler sur cet aspect-là des choses, quand bien même on pressent que on peut se tirer une balle dans le pied parce que la personne va se poser des questions en disant mais qu'est-ce qu'il demande exactement, je comprends pas, etc. Enfin je sais pas, moi nous on le ressent à l'entrée dans l'entreprise. Et effectivement, c'est souvent un levier d'intérêt finalement pour les candidats que de pressentir qu'on imagine pour lui un développement de carrière au-delà du simple poste auquel on souhaite l'engager. Donc, finalement, de ne pas recruter pour un poste ou une mission, mais de se dire qu'on recrute vraiment les personnes en tant que telles. Enfin, ça peut paraître bête à dire, mais... C'est durable, tout le monde sera gagnant en se projetant à plus que 6 mois, 1 an ou le simple poste pour lequel on recrute.
Non, moi, je suis entièrement d'accord, et si je rebondis dans le milieu que du coup moi je connais, qui est vraiment les startups et l'entrepreneuriat, à chaque fois qu'un de mes clients a recruté quelqu'un dans un moment de rush parce qu'il avait un problème sur une compétence pénurienne et qu'il ne trouvait pas, et qu'il a pris quelqu'un qui était compétent mais qui n'avait pas les soft skills et qui s'est dit c'est pas grave, ça va passer, il l'a toujours regretté. Pour moi, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes, mais faire ça, il faut être conscient que c'est sacrifier le moyen terme au court terme. Donc il y a des moments dans la vie d'une entreprise, on n'a pas le choix, il faut survivre, il n'y a que le court terme qui compte. Mais pour moi, pour qu'une entreprise puisse avoir un avenir, il faut que ce ne soit pas tout le temps la survie. Et du coup, dans ces moments-là, il faut des fois accepter d'être 3 mois de plus dans la merde parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un. Une pratique classique, par exemple, c'est à la fin du round de recrutement, on n'a que des profils qui ne conviennent pas parfaitement et on va prendre le moins pire. Je sais que c'est dur à entendre, c'est dur à redire aux équipes, mais pour moi, on repart pour 3 mois et puis c'est tout, quoi. On le paye sur le moment, c'est un peu dur, ça ralentit sur le moment, mais à moyen long terme, c'est toujours un gain. Parce que quand on a trouvé la bonne personne, en fait, ça change tout, quoi. Elle va porter quelque chose, elle va faire avancer la boîte bien plus fort, bien plus loin. Et quelqu'un qui n'a pas les soft skills, ou en tout cas pas ceux qui correspondent à votre entreprise, ça a un coût sur tous les autres qui les ont. Parce que eux, ils sont pas à l'aise, ils sont pas bien, ils doivent rattraper des choses, ça crée de la tension. Et donc tout ça, ça va coûter très cher finalement au bout d'un moment. Ouais, très clair. Des questions là-dessus ou des gens qui veulent rebondir? Non, toujours pas. Vous avez froid. Moi aussi. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'espère qu'on va passer une très bonne journée en ta compagnie. On va mettre des pulls, on distribuera plus des polos, mais des doudounes. Ouais, c'est bien qu'il pleuve pas. Mais... merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté. Merci à vous tous, merci à toi.